Allez, on fait une petite balade dans Cognac avec qui? Avec le professeur, évidemment, mon Jean-Seb. Allons nous balader dans cette cité particulière qu'est celle de Cognac. Tu l'as dit, Pierre, on le dit souvent, c'est peut-être une des villes les plus riches du monde, mais on s'étonne qu'elle ait gardé un aspect de gros village, qu'elle affiche dans certaines rues, dans certaines ruelles. On est à l'abri des grands axes de communication moderne et c'est pourtant le commerce qui a fait et qui fait encore sa fortune aujourd'hui. Tout a commencé en 1031 lorsque des moines bénédictins sont venus s'installer ici dans un prieuré, quand les premiers bateaux ont commencé à charrier et à transporter le sel, notamment sur la Charente. La ville est devenue royale lorsque François Ier y est né. Cognac reste une ville bourrée de charme et de richesses insoupçonnées. Nous partons en balade les découvrir. Le soleil d'hiver flatte le teint des façades de cette magnifique ville de Cognac. Et le petit air frais du matin ne semble pas décourager les visiteurs. Dans les ruelles de la ville plane un léger parfum, celui de cette célèbre eau-de-vie, le cognac, qui fait la renommée de la ville. Et le gardien de l'histoire de Cognac, c'est Vincent Bretagnol, un jeune Corrézien tombé amoureux de la ville. Il nous emmène dans ce magnifique jardin classé pour nous raconter comment, au XIXe siècle, l'explosion du commerce du cognac a transformé la cité. Il va y avoir une multiplication en fait, des négociants en cognac et une multiplication de la production de cognac. Et ça va avoir des vraies répercussions sur la ville qui va changer de taille, mais du tout au tout. C'est-à-dire qu'en l'espace de à peine 70 ans, la ville passe de la taille d'un gros village de 3000 habitants à 20 000 habitants. La ville s'agrandit et de cette explosion urbaine et démographique, on voit émerger des hôtels particuliers, propriétés de riches négociants en cognac, comme celui-ci, transformé en hôtel de ville. Mais ce sont aussi les façades et les toits noircis des édifices qui trahissent la présence du cognac. Car en vieillissant, dans les chais de la ville, une partie de l'eau-de-vie s'évapore et nourrit un champignon, le turbula, qui noircit les façades. Vincent arpente inlassablement les petites rues de Cognac, toujours le nez en l'air, à la recherche de détails qui lui auraient échappé. Une seconde nature pour cet amoureux de la ville. Je considère vraiment la ville comme un terrain de jeu, comme un terrain de découverte. Et du coup, ça me permet de voir toutes les facettes, aussi tous les visages de la ville. Et c'est pour ça que c'est un éternel émerveillement, en fait, de se promener à Cognac, parce qu'on est dans cette recherche-là, quoi, de toujours découvrir ou redécouvrir la ville. Et pour découvrir Cognac, il faut se replonger au Moyen-Âge, quand ici, le commerce du sel battait à plein. La rue Saunier, avec son nom, en est un témoignage. Il faut surtout se remémorer que Cognac s'inscrit dans une longue tradition marchande, une longue tradition commerciale qui commence dès l'époque médiévale avec le commerce du sel. Et c'est vrai que le commerce du sel dans la ville, durant tous les siècles du Moyen-Âge, va vraiment façonner, développer, enrichir la ville de manière considérable. Et c'est grâce à la Charente que le commerce du sel a été possible. Les bateaux remontaient le fleuve pour apporter le sel de la côte aux populations habitant dans les terres. C'est autour du fleuve que la ville s'est organisée. Et quant à la place qu'elle tient dans, comment dirais-je, l'esprit des Cognacais, des habitants de la ville, c'est évidemment une place importante. C'est-à-dire c'est leur fleuve en fait, et puis ils sont attentifs à ce mot-là. La Charente est bien un fleuve, puisqu'elle se jette dans l'océan Atlantique. Et c'est le repère, si je puis dire, dans la ville. C'est justement au bord du fleuve que se trouve un des monuments les plus emblématiques de Cognac, le château François Ier, avec sa façade un peu étrange, mélange de forteresse militaire médiévale et de résidence princière de la Renaissance. Ouais. Vincent retrouve Anna-Elisabeth, responsable de l'espace découverte de la ville. C'est chouette. C'est en 1494, dans les murs de ce château, que François Ier naquit. L'histoire nous dit qu'il est resté les premières années de sa vie, peut-être les 4-5 premières années. Et ensuite, il a quitté Cognac pour suivre la cour. Mais une fois qu'il a été sacré roi, il aimait tellement ce château qu'il y revenait très souvent pour y faire de grandes fêtes. Et comme François Ier était le roi de la Renaissance, vous pouvez imaginer la splendeur de ces fêtes d'antan.
François Ier fera paver les rues, réaménager le fleuve Charente et tous les accès de la ville. À la Révolution, le château deviendra une maison de négoce de cognac qui occupe encore les lieux aujourd'hui. Et les sous-sols du château regorgent de trésors. Les eaux-de-vie les plus anciennes séjournent dans une pièce obscure appelée le paradis. Ici, ce sont les bonbonnes de verre remplies de cognac âgés de près de 2 siècles qui dorment sous un épais manteau de champignons. Et non loin de ces caves, on trouve dans la rue Grande des maisons à pans de bois dont la plus remarquable est la maison de la lieutenance. Un bijou architectural dont les colombages remontent au XVe siècle et représentent des masques aux allures de monstres. Tout près, c'est l'église Saint-Léger qui trône dans le ciel. Sa façade romane du XIIe siècle fut modifiée au XVe par cette grande rosace de style gothique flamboyant. Et quand on découvre toutes ces richesses culturelles, on comprend pourquoi Cognac a été classée ville d'art et d'histoire, preuve que la cité ne se résume pas qu'à son eau de vie. Et regardez, dans cette bonne ville de Cognac, et oui, la presse locale est venue, ils sont là. Ils sont là, ils sont bien placés pour nous regarder. Je suis en train de parler, toc, je me fais photographier. C'est pas Noël, ça. Merci, garçon. Merci à vous d'être là, en tous les cas, et de nous suivre. Jean-Seb, on a bien compris ce qu'était Cognac à l'instant avec ce qu'on vient de voir. Avec son château, le premier château qui remonte au Xe siècle, C'est ça. je le disais, qui a été maintes fois modifié, remanié, restauré au fil des siècles au gré des différents propriétaires et seigneurs qui l'ont possédé, que ce soit les Villebois, que ce soit les Lusignans ou les Valois, Guy qui de en Lusignan, changèrent. on s'en souvient, les qui en croisades. changèrent l'aspect durant les siècles. Et dans ce château est né François Ier. Et ça a été une honte, cette naissance, pour les révolutionnaires de 1789. Ça a valu à la bâtisse d'être classée comme bien national. Et du coup, la mairie l'a décidé à cette époque de la vendre pièce par pièce. Mais Dieu merci, c'est un Écossais qui l'a racheté et qui l'a préservé, le baron Ottard. Il la racheta et il y installa en 1796 sa maison de négoce. Le patrimoine du coup était sain et sauf. La visite est passionnante. On découvre cette belle maison. Il y a une foule de souvenirs. Il y a ces chais qui sont, paraît-il, les chais les plus anciens de tout le vignoble du Cognacé. Et on s'émeut dans cette maison de toute cette histoire qui transpire des murs avec cette petite couleur un peu noire. Un peu noire, c'est les qui vient champignons, hein. de cette part des anges Ouais, qui s'évapore. s'évapore régulièrement. Eh ben écoute, c'est très joli. Regardez ces belles images là, les tours de l'ancienne forteresse. Une jolie leçon là sur le château. C'est vrai que ce château a plus de 1000 ans, quoi. C'est assez incroyable.